Bonsoir à tous. Ce soir, je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo. Je vous propose pour ce soir une lecture chuchotée. En tout cas, un début de lecture. Je pense que je ferai plusieurs vidéos pour lire différents chapitres. Il y aura donc plusieurs épisodes. J'ai choisi pour ce soir un livre que j'apprécie tout particulièrement. C'est une édition limitée d'un livre écrit par Christie Golden et intitulé Arthas, Rise of the Lich King. C'est évidemment, comme vous le voyez, tiré de l'univers de Warcraft que j'aime tout particulièrement. Le livre était présenté dans une boîte et à l'intérieur de la boîte il y a le certificat d'authenticité qui précise que cette copie du livre a été personnellement signée par l'auteur Christie Golden. Il y a donc dans la boîte, plutôt bien présenté, le livre avec une très très belle couverture où l'on voit Arthas devenu le roi Lich. Je crois que tous les amateurs de l'univers de Warcraft sont tous de grands amateurs aussi de cette partie de l'univers et de l'histoire de Warcraft. D'ailleurs, les créateurs de World of Warcraft avaient eux-mêmes admis que cette histoire autour de ce personnage d'Arthas était probablement l'une des plus réussies de la franchise et de cet univers en général. Je vais donc sortir le livre. J'avoue que je ne l'ai pas sorti de sa boîte depuis un bon moment, probablement depuis quelques années maintenant. Voilà, il se présente comme ça, une très belle couverture et un quatrième de couverture qui présente un peu l'histoire. Alors ça c'est un exemplaire en anglais. Il n'y avait pas à l'époque d'exemplaires en français. En tout cas pas de cette édition collector. On peut le voir d'ailleurs à l'intérieur. Voilà le prince Arthas avant qu'il ne sombre dans la folie. Et ici une très belle illustration du roi Lich. Et on peut voir là la signature, l'autographe de l'auteur Christie Golden. Voilà, elle écrit ici que ce livre
prendra autant de plaisir qu'elle en a pris à écrire le roman. Alors pour cette lecture, je vous la ferai en français. J'ai également une version un peu poche entre guillemets du livre qui est traduit en français. J'utiliserai donc le livre en français pour vous faire cette lecture. Il y a d'abord le prologue, le rêve. Le vent hurlait comme un enfant qui s'ouvre. Les branches belles se blottissaient les uns contre les autres pour se tenir chaud. Leurs épaisses toisons hirsutes les protégeant du plus gros de la tempête. Le troupeau formait un cercle autour des plus jeunes, frissonnant et bêlant. Les têtes des bêtes adultes couronnées de bois massif étaient baissées vers la terre enneigée, les yeux fermés dans une tentative pour se protéger de la neige tourbillonnante. Leur propre souffle givrait leur museau, tandis que, leurs sabots solidement ancrés dans le sol, ils enduraient la tempête. Dans leurs tanières respectives, les loups et les ours attendaient la fin du blizzard, les uns profitant du réconfort de leur meute, les autres solitaires et résignés. Tiraillés ou non par la faim, rien ne les ferait sortir de leur refuge jusqu'à ce que le vent ait cessé de hurler et que la neige aveuglante se soit arrêtée de tomber. Le vent, rugissant depuis l'océan, frappait le village de Kamagua, déchirant les peaux tendues sur les cadres en os de créatures marines. Quand la tempête surgissait, les Roars, qui avaient établi leur demeure en ces lieux depuis des temps immémoriaux, savaient qu'ils devraient réparer ou remplacer filets et pièges. Leur logis, aussi robuste soit-il, était à chaque fois endommagé quand cette tempête survenait. Ils s'étaient tous rassemblés dans la grande habitation collective, creusée profondément dans la terre, lassant fermement les battants en prévision du blizzard et allumant des lampes à huile qui répandaient une légère fumée. L'ancien Atuik attendait dans un silence stoïque. Il avait vu nombre de ces tempêtes au cours des 7 dernières années. Il avait vécu longtemps. La taille et la teinte jaune de ses défenses et les rides de sa peau brune en attestaient. Mais ces tempêtes étaient plus que des tempêtes. Elles étaient surnaturelles. Il jeta un regard au jeune, tremblant, non de froid, pas les roirs, mais de peur. Il rêve, murmura l'un d'entre eux, les yeux brillants, les moustaches hérissées. Silence, aboya Atuik, plus brutalement qu'il n'y comptait. L'enfant, surpris, se tut, et les hurlements du vent furent à nouveau le seul son résonnant dans la hutte. Il s'éleva comme de la fumée ce profond mugissement, sans mots, mais si significatif. Un chant porté par une douzaine de voix, le son des tambours et le cliquetis de l'os frappant l'os rythmaient férocement l'appel sans mots. La palissade de pieux et de poux entourant le village Tonka déviait la plus grande partie de la colère du vent, et les solides huttes, leurs toits incurvés, formant une voûte intérieure spacieuse, protégeaient leurs occupants des épreuves de cette terre. On entendait toujours les hurlements du vent par-dessus les sons du rituel ancien et immuable. Le danseur, un chaman du nom de Kamiku, fit un faux pas et son sabot glissa. Il se reprit et continua. Concentration. Tout était question de concentration. C'était ainsi que l'on dressait les éléments et qu'on leur arrachait leur obéissance. C'était ainsi que son peuple survivait sur une terre rude et sans merci. La sueur humidifiait et assombrissait sa fourrure tandis qu'il dansait. La concentration plissait ses grands yeux bruns, ses sabots puissants trouvaient à nouveau leur rythme. Il secoua la tête, ses courtes cornes fendant l'air, et agita la queue. D'autres tonkas dansaient à ses côtés.
leur chaleur corporelle et celle du feu, brûlant vivement malgré les flocons et le vent soufflant depuis le trou d'aération du plafond, gardaient la hutte chaude et agréable. Ils savaient tout ce qui se passait à l'extérieur. Ils ne pouvaient pas contrôler ces vents et cette neige comme ils pouvaient le faire habituellement. Non, c'était son œuvre. Mais ils pouvaient danser, festoyer et rire au mépris de l'assaut. Ils étaient des Tonka, ils allaient endurer. Le monde était déchaîné à l'extérieur, bleu de glace et blanc de neige. Mais dans le grand hall, l'air était tiède et n'y soufflait d'aucune brise. Une cheminée assez grande pour qu'un homme puisse s'y tenir debout était emplie de bûches épaisses, le seul son audible provenant des craquements de leur combustion. Sur le manteau orné de la cheminée, sculpté d'images de créatures fantastiques, étaient montés les bois géants d'un broche-pelle. Des têtes de dragons sculptés servaient d'appliques, portant des torches dont les flammes brûlaient vivement. De grosses poutres soutenaient la salle des fêtes qui aurait pu accueillir des douzaines d'hommes. La lueur orangée des feux refoulait les ombres dans les coins. La pierre froide du sol était recouverte de fourrures épaisses d'ours polaires, de broche-pelles et d'autres créatures. Une longue et lourde table sculptée occupait la majeure partie de l'espace dans la pièce. 3 douzaines d'hommes auraient pu s'y attabler confortablement, mais seules 3 silhouettes s'y trouvaient pour l'heure. Un homme, un orc et un garçon. Rien de tout ceci n'était réel, bien sûr. L'homme assis à la place d'honneur le comprit. Il se trouvait dans un fauteuil qui n'était pas tout à fait d'un trône, taillé dans des os de mammouth, légèrement surélevé par rapport aux 2 autres protagonistes. Il était en train de rêver. Il rêvait depuis très, très longtemps. Le hall, les trophées de broche-pelle, le feu, la table, l'orc et le garçon. Tout ceci faisait partie de son rêve. L'orc à sa gauche était assez âgé, mais toujours puissant. Le feu orangé et la lueur des torches vacillaient sur l'horrible image qu'il portait sur son visage aux mâchoires protubérantes, celle d'un crâne peint. Il avait été un chaman, capable de commander aux éléments et d'exercer de vastes pouvoirs, et même encore maintenant il demeurait intimidant. Le garçon ne l'était pas. Par le passé, il se pouvait qu'il ait été séduisant, avec ses grands yeux verts comme la mer et ses cheveux dorés. Mais le passé était le passé. Le garçon était malade. Il était maigre, si émacié que ses os semblaient menacer de traverser sa peau. Ses yeux autrefois brillants étaient creusés, recouverts d'un film grisâtre. Des pustules marquaient sa peau, éclatant et suintant d'un fluide vert. Il avait la respiration difficile et sa poitrine se soulevait de manière saccadée alors qu'il haletait. L'homme pensait presque voir les battements laborieux d'un cœur qui aurait dû vaciller il y a longtemps, mais qui persistait à battre. « Il est toujours là, » dit l'orc, levant le doigt en direction du garçon. « Il n'en a plus pour longtemps, » dit l'homme. Comme pour confirmer ses dires, le garçon commença à tousser. Du sang et du mucus éclaboussèrent la table face à lui, et il essuya sa bouche pâle d'un bras trop fin vêtu de riches tissus en haillons. Il inspira pour parler d'une voix hésitante, l'effort l'éprouvant visiblement. « Tu ne l'as pas encore gagné, et je vais te le prouver. » « Tu es aussi sot que têtu, » gronda l'orc. « Cette bataille est gagnée depuis longtemps. » Les mains de l'homme se serrèrent sur les bras de son fauteuil tandis qu'il les écoutait tous deux. Cela avait été un rêve récurrent au cours de ces dernières années. Il le trouvait maintenant plus fatigant que distrayant.
Cette lutte commence à m'ennuyer. Finissons-en une fois pour toutes. L'orque ricana en regardant le garçon, sa tête de mort grimaçant hideusement. Le garçon toussa à nouveau, mais ne trembla pas devant le regard de l'orque. Lentement, avec dignité, il se redressa, ses yeux laiteux dardant tour à tour l'orque et l'homme. Oui, dit l'orque, cela ne sert à rien. Bientôt il sera temps de s'éveiller. S'éveiller et avancer une fois de plus dans ce monde. Il se tourna vers l'homme, les yeux luisants. Marcher à nouveau sur le chemin que tu as pris. Le crâne sembla se détacher de lui-même de son visage, flottant au-dessus de celui-ci comme une entité distincte. Et en écho à ce mouvement, la pièce changea. Les appliques gravées, qui un instant auparavant n'étaient que de simples dragons de bois, ondulèrent et se balancèrent, s'éveillant à la vie, et tandis qu'ils secouaient leur tête, les torches dans leur bouche éclatèrent et lancèrent des ombres grotesques et dansantes. Le vent hurla à l'extérieur et la porte du hall s'ouvrit violemment. La neige tourbillonna autour des trois individus. L'homme ouvrit les bras et laissa le vent glacé l'envelopper comme une cape. L'orque rit, le crâne flottant devant son visage, émettant ses propres éclats de rire démoniaque. Laisse-moi te montrer que ton destin s'ancre en moi et que tu ne peux connaître le vrai pouvoir qu'en l'éliminant. Le garçon, fragile et frêle, avait été éjecté de sa chaise par les violentes rafales d'air froid. Il faisait maintenant de violents efforts pour se redresser, tremblant, sa respiration de plus en plus saccadée, tandis qu'il se débattait pour regrimper sur sa chaise. Il jeta un regard à l'homme, chargé d'espoir, de peur et d'une étrange détermination. Tout n'est pas perdu, murmura-t-il, et malgré les rires de l'orque et du crâne, malgré